Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Thomas Cadorel, un spécialiste des tokenomics. Donc, j'espère que vous allez être bien attentifs parce que là, il n'y en a pas beaucoup en France. Alors là, Thomas, il est là pour nous expliquer un peu tout ça. Il est aussi fondateur du collectif Supra Futura, accompagnant la définition de modèles économiques optimisés pour architecture Web3 et protocole blockchain. Merci Thomas d'être là. Bonjour à toi et comment vas-tu ? Salut Thibaut, merci à toi. Écoute, ça roule, hein. Ça roule en ce lundi, ça roule. Ouais, il fait beau, ça va, t'es en forme ? Pas chez moi, non, je suis à Marseille, je suis parti pour le beau temps et aujourd'hui j'ai pas de beau temps. Tu vois, si en plus je suis à Marseille que j'ai même pas de lundi avec du beau temps, je sais pas ce que je fous là. Ouais, moi j'ai eu de la neige ce matin et ça y est, là, tout a fondu, mais ouais, c'est cool. Ok. Alors, j'ai énormément de questions à te poser parce que tu un profil que j'ai jamais reçu dans le podcast. Alors, pour commencer, hein, c'est la question très classique. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, nous dire comment l'univers de la blockchain s'est intégré à ton quotidien et pourquoi tu as ce profil tokenomics qui est arrivé? Yes. Alors à la base, moi j'ai une formation d'économiste. Euh, L'économie m'a toujours passionné, alors même avant d'avoir commencé ma fac d'éco. C'est un sujet qui déjà dès le lycée me passionnait complètement. J'ai eu la chance d'avoir une bonne prof, je pense que ça joue. Euh, mais c'est pas quelque chose que j'ai continué après professionnellement. J'ai même arrêté mes études d'économie parce que je voyais pas trop où ça me menait. À part faire de la recherche, qui m'intéressait pas forcément, ou à part faire de la finance, ce qui m'intéressait encore moins. Du coup, après, j'ai complètement switché. J'ai fait 6-7 ans en tant que consultant indépendant sur pas mal de thématiques différentes, sur de la stratégie, sur de la data, sur de l'architecture cloud, sur pas mal de choses comme ça. Et en parallèle, le gros topic qui nous occupe ici, blockchain, est apparu. Donc, je commence à m'y intéresser assez tôt d'un coin de l'œil. Moi, c'est plutôt la partie Ethereum qui a retenu mon attention, bizarrement, alors que bon, Bitcoin traite d'une problématique économique qui est hyper importante, mais moi, c'est surtout Ethereum qui m'a euh, attiré par la possibilité de déployer ces fameuses applications dans un environnement décentralisé. Euh, donc, je suis rentré un peu par cette porte-là, au final. Et puis j'ai continué à bosser sur mon poste de consultant indépendant, mais toujours en gardant la blockchain dans un coin de la tête, toujours en lisant des articles, etc. Puis je passais beaucoup de temps en fait entre deux missions de freelance à m'arrêter de bosser, puis à passer 2-3 mois à faire des recherches. Donc, comme beaucoup de gens, j'achetais des tokens, voilà, pour me faire un peu à l'écosystème, voir un peu comment ça fonctionnait, etc. Puis très rapidement, moi je suis pas un investisseur, très bon investisseur, donc très rapidement je me suis dit attends en fait, faut aller regarder ce qu'il y a derrière tout ça. T'es pas en train d'investir dans des startups là, en fait. Euh, Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à ce fameux jeton quoi, que j'achetais. Et donc, à tout ce qu'il y avait derrière. Et donc, ce qu'on appelle aujourd'hui la tokenomics, ce qu'on appelle aussi dans un sens plus large la crypto-économie. Euh, mais moi, pour le coup, je suis vraiment spécialisé en tokenomics. On fera la distinction peut-être. Euh, et voilà comment j'y suis arrivé. Donc, en début d'année dernière, j'ai lancé Supra Futura. Donc, au bout d'un moment, voilà, j'ai étudié pendant plusieurs années. J'ai étudié à un niveau qui est presque académique, si je puis dire. Et puis, en début d'année, j'ai commencé à me sentir légitime pour professionnellement pouvoir aller réellement travailler dans la blockchain et pas voilà, pas faire de l'advisoring ou comme j'ai pu faire ou faire de la review de tokenomics, mais vraiment lancer quelque chose de structuré autour de cette problématique qui est la conception de systèmes tokenomiques. Donc une problématique assez de toutes mes recherches qui jusque-là a été adressée de manière assez simpliste et qui mérite un travail de fond qui pour l'instant n'a pas encore été fait à un niveau académique, à un niveau aussi conceptuel tout simplement. Et donc l'idée, voilà, c'était de lancer Supra Futura, qui au début n'était pas un collectif, qui au début était axé que sur de la R&D, donc développer des systèmes de conception, de token économie, analyser, créer des composants, etc. Euh, et puis au fur et à mesure de l'année, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que déjà il y avait un gros besoin. Donc moi, ça a été un peu aussi ma manière de tester le marché, parce que tu te doutes bien que j'arrive en plein bear market, je me dis tiens, je vais lancer une boîte qui fait de la conception de tokenomics. Autant dire que j'étais pas serein non plus au début. Je l'ai vu comme une expérience plus que comme une finalité business quoi, au final. Puis je me suis retrouvé rapidement avec des problématiques, des problèmes. Ma plus grosse problématique, moi, c'est le recrutement, c'est de trouver des personnes avec qui travailler.
qui ont soit la formation économique, soit la formation blockchain, idéalement les 2. Et donc, voilà, j'ai travaillé sur un framework en fait pendant 1 an, sur une méthode de travail qui m'a permis, qui me permet aujourd'hui de former des personnes, donc de recruter d'une certaine manière, puis qui me permet de faire plein d'autres choses aussi, comme aller plus vite sur mes prestations clients, comme accompagner plus rapidement, faire de la recherche à un niveau qui est de plus en plus intéressant, et cetera, et cetera. Voilà, la big picture. C'est c'est très intéressant. On comprend que c'est logique pour toi de t'être réorienté un peu là-dessus, vu que tu as un profil économique. Ce qui est intéressant aussi, c'est de noter que finalement, tu arrives pas à recruter des profils qui te plaisent, donc tu les formes, toi, un peu en interne avec toutes tes connaissances et le parcours que tu es en train de mettre en place. Hem, c'est quelque chose que parce que je pense que pour l'audience, c'est pas vraiment très clair encore, c'est l'impact est très important de la définition de l'économie qu'on va donner à un jeton. On se rend pas compte. La plupart des gens, ils investissent parce qu'ils voient le jeton, ils savent qu'il y a un potentiel. Ils se rendent pas compte qu'il y a des mécanismes très importants derrière sur l'émission, sur le nombre, sur la façon dont il est distribué. Et il y a plein de choses en fait. Et même moi, j'y connais finalement pas grand-chose. Toi, actuellement, en France, vous êtes très très peu sur ce secteur-là. Tu me confirmes ça? Ah ouais, ouais, complètement, ouais. En plus, le peu de personnes qu'il y a sur cette thématique, ont des écoles qui peuvent être en plus différentes. Moi, je suis pas forcément raccord avec tout ce qui se fait niveau tokenomics. Je suppose que c'est pareil pour les gens qui travaillent, qui peut-être regardent mon travail. Mais il y a déjà, ouais, ce facteur-là, c'est déjà qu'on n'est pas tous à la même école et en plus, comme tu dis, on est très, très, très peu. Heu, Parce qu'en fait, c'est pas le genre de métier où, je vais pas faire ce raccourci-là, mais par exemple, aujourd'hui, tu es développeur, tu es un développeur, par exemple, senior, tu as envie de te mettre à développer des smart contracts, ça va assez vite, la phase de transition. Et très rapidement, si tu as un background de développeur, si tu as les bonnes pratiques, en fait, ce nouveau langage à apprendre et la mécanique dans laquelle il s'insère est plutôt simple, finalement. Heu, la tokenomics, c'est pas un job que tu prends comme ça, tu travailles pas un matin en disant: «Tiens, je vais être tokenomiste», ça se fait pas comme ça. C'est là où est le problème, quoi. C'est qu'en fait, là, tout le monde sent que c'est une grosse thématique. Il y a énormément de boulot en tokenomics design. Sauf que voilà, il y a une petite période incompressible de formation. Nous, c'est surtout en travail. Donc, il y a Supra Futura, il y a aussi des entités que je travaille avec d'autres personnes, notamment Tokenomia, qui est un centre aux ressources et un centre de recherche en tokenomics design, euh, et qui va commencer à proposer de la formation. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi augmenter, parce que au début, moi, j'avais un peu ce truc de me dire, attends, mais bon, je vais pas non plus former ma concurrence. Mais en fait, si, parce qu'en fait, on manque énormément de personnes, ne serait-ce qu'avec discuter, de personnes avec qui discuter, avec qui faire de la recherche, etc., etc. Ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, ce domaine-là, il est trop immature pour pouvoir se soucier des questions de concurrence, à mon sens, en tout cas. Ouais, c'est fou, c'est qu'il y a tout à faire. Il y a vraiment personne et toi, tu arrives, tu sais que tu es parmi les premiers et finalement tu es prêt à ouais, à mettre une pièce, pour aider les autres et quitte à avoir des concurrents futurs, mais pour faire avancer un peu le débat et toujours aller un peu plus loin. C'est super intéressant. Alors là, j'ai une question qui me vient en tête, c'est quand tu as commencé, qu'est-ce qui t'a marqué, dans tes débuts en te disant: «Bah, là, à tel endroit, je sais pas, il y a un jeton qui est clairement pourri parce que» alors je dis n'importe quoi, moi je connais pas très bien, mais il a été distribué à 90 c'est des personnes qui ont le pouvoir sur le jeton et du coup, c'est hallucinant que les gens investissent dessus ou comment ton cheminement, voilà, est-ce qu'il y a comme ça deux trois faits marquants dans tes débuts qui t'ont dit: «Waouh, là, clairement, j'aurais pu investir peut-être il y a une époque, mais là, en creusant un peu les tokenomics, donc la vraiment l'économie autour du jeton, là, clairement, je vois des drapeaux rouges et faut pas y aller, quoi». Ouais, en fait, quand j'ai commencé, j'ai essayé de me raccrocher à des choses de l'économie, des choses de la théorie économique existante. Et ça, c'est assez compliqué. Parce que la théorie économique qu'on connaît s'applique pas toujours, pas forcément, pas toujours de la même manière. Après, il y a des choses qu'on connaît quand même. On n'arrive pas dans un secteur où la tokenomics, ça fait partie de la classe des économies virtuelles en économie. Donc, c'est pas le secteur le plus développé en termes de recherche en économie, mais c'est quand même quelque chose qu'on maîtrise, la conception d'économie virtuelle cloisonnée. La différence, c'est qu'une tokenomics, c'est pas une économie cloisonnée. Et surtout, c'est pas une économie sur laquelle on s'échange ce qu'on appelle des digital goods, comme par exemple dans un jeu vidéo, tu vas t'échanger des skins, que sais-je. Là, on s'échange des choses dont la valeur repose sur quelque chose de réel et tangible, en tout cas en théorie. Et donc, du coup, on n'est pas tout nu quoi par rapport à ça. On n'arrive pas en se disant que la tokenomics c'est un truc complètement nouveau. Après, moi, quand j'ai commencé, j'ai eu vite la sensation que toutes les histoires de jetons, de quantité de jetons, etc., etc., c'est pas ça vraiment l'important. C'est important quand tu es dans une logique d'investisseur et que tu veux que les jetons prennent de la valeur.
Sauf que c'est pas le but d'un jeton de prendre de la valeur. En tout cas, c'est pas nécessairement son but. Et aujourd'hui, moi, ce que je regarde plutôt, c'est plutôt quel est le problème qui est résolu par l'écosystème, au sens le système économique, et comment les agents de ce système économique gagnent du revenu dans un contexte décentralisé. Je te prends un exemple, le jeton de Chainlink, par exemple, donc, qui est un protocole très connu et surtout très utilisé de la blockchain Ethereum. Euh, bon, c'est un jeton qui évidemment a suivi les fluctuations de marché. Ça, il n'y a aucun actif de crypto-actif qui est épargné. Euh, mais finalement, quelle que soit la valeur du jeton, quand Chainlink est utilisé par des dApps et consommé, finalement, en valeur dollar, ils vont toujours payer la même chose. Les nœuds Chainlink qui s'occupent de traiter l'information, etc., eux, en équivalent dollar, ils sont toujours payés de la même façon. Et finalement, pour eux, la valeur du jeton, ils s'en foutent derrière. Ils en ont rien à faire parce qu'ils reçoivent toujours la même chose. Eux, ce qui compte, c'est que par contre, le système, il soit utilisé. Ce qui est le cas pour Chainlink. Donc, par exemple, tout ce qui est circulating supply, market cap, etc., c'est un peu c'est un peu un écran de fumée derrière lequel il faut essayer d'aller parce qu'en fait, c'est pas ça qui est intéressant en tokenomics et en blockchain en général. C'est comment des agents qui participent dans la réponse à un besoin euh, se retrouvent économiquement récompensés ou en tout cas rétribués pour la réalisation de ces actions. Et comment, dans un contexte décentralisé, on va coordonner les acteurs entre eux. Et le jeton, en fait, a plus une fonction de coordination des acteurs. C'est une valeur qu'on fait circuler dans un écosystème, dans un réseau de confiance, et ça permet de coordonner des acteurs qui ne sont pas régulés par une autorité. Donc moi, c'est surtout ça, en fait, je vais vraiment décortiquer tout ce qu'il y a derrière. Le système économique, quels sont les agents économiques, quelles tâches économiques ils réalisent, pourquoi, euh, comment le système de valeur est construit, comment les redistribuer. Est-ce que c'est viable à long terme? Est-ce que ça tient? Est-ce qu'il n'y a pas des failles quelque part? Et moi, c'est plutôt ça que je vais regarder. Les problématiques de jetons, évidemment, tu tombes sur un truc où l'allocation, c'est. Après, il n'y a pas de règle non plus là-dessus. Hein. Tu tombes sur un jeton, 90%, c'est de l'allocation à l'équipe. Bah, si ça se justifie, en fait. Donc, faut pas trop non plus tomber dans ces choses-là où, tu vois, par exemple, c'est con le nombre de jetons que tu as dans une économie tokenisée n'a aucune incidence sur la valeur du jeton. Tu vois, on est là à dire, attends, mais là, il y a 1 million de jetons, là, il y en a 1 milliard, là, il y en a. Non, mais ça, en fait, ça n'a aucun. Économiquement, en tout cas, ça n'a aucune valeur. Par contre, l'inflation, la quantité qu'on en émet, à quelle période, ça a une importance. Mais ça a une importance au regard de ce qui se passe derrière dans l'écosystème. Tu vas savoir que, OK, la première année, il y a 27% d'inflation en moyenne par mois du jeton. Oui, très bien. Mais il y a quoi derrière? Est-ce que ça justifie ou pas? Et moi, c'est ça que je vais regarder, c'est ça que j'analyse, c'est ça que je construis aussi. Ouais, c'est super intéressant, tout ça. Et moi, j'ai des gens qui me faisaient des retours qui disaient, alors tu vas peut-être pouvoir me le confirmer, qui disaient que le prix finalement dans les gens, dans la tête des gens, notamment des débutants, hein, qui connaissent pas, tout ce qui est, market cap, nombre de jetons, que finalement le plus intéressant pour les gens qui investissent, c'est de trouver des jetons entre 1 et 100 parce que quand c'est moins de 1 ils considèrent que c'est vraiment pas cher et que ça a l'air d'être nul, et que si c'est à plus de 100 c'est inaccessible alors qu'ils savent pas qu'on peut fractionner et que les cryptos sont fractionnés. Et certains projets disent que leur objectif, c'est d'être entre 1 et 100 parce que finalement, c'est là où ça intéresse le plus les investisseurs. J'ai eu un retour comme ça il y a quelques jours sur quelqu'un qui m'a fait cette réflexion-là, et je me suis dit: «Beh, alors attends, est-ce que réellement, toi, par exemple, qui as cette approche, tu sais un peu, comment les gens émotionnellement vont réagir, est-ce que tu» clairement, moi, je sais que ça n'a aucune différence, c'est le market cap global qui fait la valorisation d'un projet, mais est-ce que toi, tu sens qu'il y a des gens qui sont plus intéressés si le jeton est entre 1 et 100 par exemple? Hein. Alors, moi, je suis pas trop la partie demande du marché de jetons. Qui achète quoi et pourquoi? Qu'est-ce que les gens achètent? Pour l'instant, c'est beaucoup de l'ordre de l'irrationnel. Donc, finalement, ça m'intéresse assez peu. L'étude de Mmh. l'irrationalité m'intéresse assez peu. Hum, C'est quelque chose que j'ai jamais entendu. Et moi, je te dirais d'un point de vue de concepteur, c'est pas une variable que je fixe en amont. Je me dis pas, tiens, il faudra à la fin, dans toute ma conception et tous mes modèles, il faut qu'à la fin, le jeton soit entre 1 et 100 euros. C'est plutôt l'inverse. Je conçois quelque chose et puis à la fin, je me dis, bon, bah, ce jeton, économiquement, comment il va se comporter? Ah, OK, il va fluctuer entre ça et ça, a priori, selon ces hypothèses-là, etc., etc. Ouais, il faut le faire dans le bon Euh, sens, ouais. Ouais, OK. Non, ouais, c'était en fait, juste une c'est souvent ça, réflexion. Ouais. c'est un problème assez fréquent, moi, que je retrouve personnellement, que je décris un petit peu, c'est que quand tu analyses une tokenomics d'un projet, quel qu'il soit, bon d'ailleurs ou moins bon, première chose que tu vois, c'est le nombre de jetons, allocation des jetons, etc., etc. Tu aucun moment où ça commence par notre système économique est organisé avec tel agent qui fait ça et qui réalise ses Mmh. tâches et qui paye lui pour faire ci. Tu vois, c'est toujours expliqué à base de jetons, alors que bah, il y a quelque chose derrière, quoi. Il y a une vraie logique, une architecture économique.
en théorie en tout cas. Et la preuve, c'est que moi, je t'aborde ça sous cet angle-là, alors que tu as raison, il faudrait l'aborder d'une autre façon, de se poser les bonnes questions à la base sur comment il va être utilisé, comme tu le disais avec Chainlink, quoi. Ça, c'est super intéressant. Alors avec, l'accompagnement que vous proposez, enfin sur Supra Futura, vous avez, si je dis pas de bêtises, une pédagogie en 5 étapes. Parce que j'ai fait quelques petites recherches. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Sans tout dévoiler bien évidemment, mais est-ce que tu peux parler un peu de la pédagogie, des différentes étapes que vous proposez, dans votre processus d'accompagnement? Ouais, alors c'est encore en cours de construction. Enfin, c'est encore en cours de construction. En fait, ce framework, ces 5 étapes dont tu parles, c'est quelque chose du coup que je travaille depuis un petit moment. Alors, c'est venu d'une problématique qui est, comme je te disais, c'est que pour recruter, et cetera, c'est pas facile. Et, et en fait, j'ai eu besoin à un moment donné de, bah, comment te dire ça? En fait, la tokenomics, ça demande beaucoup de travail. Sauf que derrière, les projets aujourd'hui sont pas prêts à lâcher un billet de, je te dis n'importe quoi, plus de, allez, franchement, je te donne un vrai chiffre de marché, au-delà de 10 000 euros pour le design d'une tokenomics, ça commence à grincer des dents, quoi. Euh, alors qu'en vérité, le travail qu'il y a derrière, ça demande des mois et des mois de travail. Et donc, pour moi, c'était hyper compliqué. Au début, j'étais en mode recherche et développement, donc c'était très cool. Sauf que je passais des mois à travailler sur des projets qui, financièrement, derrière, ne me rapportaient rien du tout. Donc, en tant qu'entrepreneur, derrière, c'était assez compliqué. Et ce framework, en fait, m'a permis de faire une chose, il m'a permis de euh, rendre ma méthode méthodique, en fait, écrite. Et ça m'a permis de diviser par 2, voire par 3 mes temps de conception. Et donc là, par contre, ça commence à être super intéressant. Et c'est ça qui me permet, du coup, aujourd'hui, de ramener des gens sur des projets, des juniors, de pouvoir les former, pouvoir les, parce que c'est le mode d'un collectif, de pouvoir les rémunérer tout en les formant. Ça me permet de faire ça, et c'est exactement le but auquel je voulais atteindre. Après, côté client, euh, ces 5 étapes, elles sont en fait assez simples, en tout cas dans leur déroulé, et surtout elles sont hyper compréhensibles pour un client. En fait, on va tout désassembler pour tout réassembler autrement. Donc, on va prendre le produit qui est, j'appelle ça le produit ou le protocole qui est désiré, et on va l'éclater comme si on éclatait un produit, comme si on faisait du product design. Puis on va vraiment isoler les fonctionnalités. Donc ça, par exemple, c'est une première étape. On fait une sorte de maxi cadrage projet version blockchain. On va s'inspirer de protocoles existants, on voit sur quoi on peut se plugger, etc. Après, on rend tout très simple et on fait ce qu'on appelle les spécifications économiques. Donc on va dire, bah, cet agent-là, on l'appelle comme ça. Lui, c'est un agent. Lui, il a tel flux économique. Lui, il réalise telle et telle tâche. On essaie vraiment de répertorier de manière ultra exhaustive tous les éléments économiques de notre système. Les objets de l'économie, par exemple, un NFT, bah, c'est un objet de l'économie, un jeton, c'est un objet de l'économie, une trésorerie, c'est un objet de l'économie. On répertorie toutes les tâches, etc., etc. Et on va chercher à mener certains types d'analyses économiques. Alors ça, évidemment, c'est fait côté collectif, mais tout ça reste très compréhensible par le client. Le but, c'est vraiment de l'amener pour lui montrer que bah, tu as une idée de protocole ou de produit qu'on va décomposer économiquement. Économiquement, selon les caractéristiques que tu nous as données, on va l'adapter comme ça, on va créer tel type d'écosystème. Ensuite, on va tokeniser ça et ça. On va créer tel mécanisme de récompense et tel mécanisme d'incentive pour que la coordination des agences se fasse dans la bonne direction. Et enfin, à la toute fin, on va voir si on tokenise ou pas le système. Donc, moi, c'est pas du tout, par exemple, un, le token est optionnel dans mon travail. La plupart du temps, il y a un jeton, donc 70-80% des cas, on va dire. Mais nous, ce qu'on essaie toujours de faire, c'est de faire un design complet sans jeton. Et si à un moment, on a un besoin, pour des raisons X ou Y, donc on a un ensemble de raisons qui font qu'on peut appliquer un jeton, ben on va l'appliquer. Et là, on va ensuite travailler la tokenomics telle qu'on l'entend au quotidien. Ouais, c'est très intéressant. Ta décomposition, ça doit aussi amener la réflexion encore plus loin, même vis-à-vis du client. Ça va lui poser plein de questions sur les interactions entre les différents acteurs, les flux, et je pense que même ça peut donner des idées sur d'autres aspects de son économie, pas forcément liés à, enfin, ça fait une vraie réflexion de fond sur toutes les interactions qu'il y a au sein de leur système, quoi. Ouais, en fait, tu as une position, un peu, tu as une posture en tant que tokeniste de, on va dire, product designer, Web3 product designer, on va dire ça un peu comme ça. Donc, c'est seulement ton but, c'est d'ouvrir aussi des portes parce que toi, tu as quand même une connaissance de l'écosystème, tu sais que tu peux te plugger sur tel protocole pour faire ça et sur celui-là pour faire ça. Et du coup, le but, c'est pas juste de dire au client, bon, bah, tu me remplis tout ça et puis on se revoit dans 2 semaines, quoi. C'est vraiment de les accompagner pour dire, attention, cette fonctionnalité, peut-être le faire comme ça. L'aspect intéressant d'un collectif, c'est que moi, je fais intervenir des personnes qui ont une expertise, par exemple, une expertise légale, ce qui est très important de valider des hypothèses légales selon là où tu veux t'implanter. Ça, en termes de tokenomics, c'est hyper important. Si tu me dis, je veux être en France et derrière le projet, il y a une SAS, très bien, mais là, par contre, ton jeton avec ton pool de liquidité et ton pool de staking, c'est mort. Donc, tu vois, en fait, on est obligé d'aller dans des considérations, faire un risk assessment à un moment pour se dire, OK, c'est quoi les risques légaux, c'est quoi les risques d'adoption, c'est quoi les risques technologiques. On va vraiment étudier tout ça parce que des gros constats que j'ai eu aussi, c'est j'ai accompagné environ 10-15 projets
Sur 10-15 projets aujourd'hui, il y en a 2 qui sont peut-être en passe d'aller sortir un white paper. Parce que en fait, les projets entre les moments où moi, ils viennent me voir, donc c'est souvent une phase d'idéation un peu construite où il y a déjà un peu une équipe, heu, mais c'est quand même assez early et le moment où il y a assez de maturité pour sortir quelque chose, ça peut prendre déjà 1 année et en plus de ça, le taux d'échec, il est gigantesque. Parce qu'il y a toutes ces étapes qui sont pas forcément faites. C'est bête, mais une analyse de marché, souvent quand tu fais de la tokenomics, si tu vas inverser complètement un modèle économique, par exemple, demain, tu lances une plateforme pour des musiciens avec des music NFT où les royalties sont redistribuées. Bon, bah, il faut aller vérifier sur ton marché si, les artistes, ils sont prêts à accepter ça. Par exemple, j'ai eu un projet où, en fait, on avançait plein de trucs et cetera. Aucune étude de marché de fait et à la fin, tu es là: «Non, mais en fait, il y a 0 moment où l'industrie, elle adopte ça». Donc, Ouais. tu vois, c'est important, en fait, de vraiment partir d'étapes qui sont simples et surtout compréhensibles par le client. Pas parce que c'est stylé de faire du consulting et que le client comprenne, parce qu'en fait, c'est le moteur d'un projet et d'un protocole. Et du coup, c'est hyper important qu'à un moment, il y a des arbitrages à faire dans une token. Tu vas dire, soit il y a le choix entre ça et ça, il y a pas de bonne solution. Juste là, dans ce cas-là, ça apporte ça, dans ce cas-là, ça apporte ça. Et c'est à vous de faire l'arbitrage, en fait. Je peux pas le faire pour vous. C'est important que le client ait une parfaite compréhension. Donc, il y a un rôle pédagogique, il y a un rôle presque de formation, en fait, dans cette démarche-là. Oui et puis, oui, formation, il y a une aussi ouais, l'éducation qui est pas on n'est pas encore, trop conscient que les tokenomics, c'est quelque chose de fondamental et je rebondis sur ce que tu disais sur le fait que, oui, effectivement, il faut se poser la bonne question: «Est-ce qu'il y a besoin d'un jeton ou pas?» Tu conceptualises le système sans avoir forcément besoin de jetons et après tu vois si le jeton est nécessaire, s'il supporte vraiment le système. Dans le cas où parce que tu as dit c'est à peu près 80 où il y a besoin d'un jeton et donc j'imagine à peu près 20 où tu as vu que il y avait pas forcément besoin d'un jeton. Pour l'audience là qui visualise pas forcément, parce que crypto, il y a toujours un jeton associé à une crypto. Est-ce que tu as un cas d'exemple ou un projet, sans le mentionner ou quoi que ce soit, hein, mais, avec une solution où il y aurait pas eu besoin de jetons? Et alors comment tu fais si tu utilises une blockchain sans jetons? Ça veut dire que soit tu as une blockchain, enfin je sais pas, une blockchain privée, où tu gères tout ça en interne, soit tu utilises, je sais pas, tu achètes des Ethers et ensuite tu payes, tes frais de transaction en Ethers sur ta blockchain. Enfin, comment est-ce que tu Il y a toujours, visualises oui. ça, Ouais, il y a toujours une crypto à un moment, ça c'est sûr. Mais en tout cas, toi, alors, moi, le framework qu'on a développé, il est fait pour des écosystèmes qu'on appelle les écosystèmes semi-fermés, semi-ouverts, selon si tu préfères le verre à moitié vide ou à moitié plein. Donc, c'est des écosystèmes qui ont pour but, la plupart du temps, d'avoir un jeton fongible quand il y en a un. Mais en tout cas, ce jeton fongible n'est pas tradable, n'est pas achetable, n'est pas échangeable en dehors de l'écosystème pour lequel il a été conçu. Si tu D'accord. prends un peu une métaphore connue, enfin, qu'on connaît tous, c'est le jeu vidéo. Tu vois, par exemple, les petits jetons d'or que tu gagnes dans Super Mario, bon, ben, tu peux pas les échanger contre un MP3 à la Fnac. Euh, L'idée, c'est un peu de reproduire ça. Par exemple, le jeu vidéo, c'est un très bon use case duquel le jeton peut être nécessaire. En tout cas, il peut être très intéressant. Euh, Par contre, il faut faire très attention au niveau conception. Si ton jeton il est exposé sur les marchés, c'est hyper dangereux pour un jeu vidéo. Parce que tu vas perturber l'économie d'un jeu vidéo qui est censé être une Bien sorte de sûr. système fermé, artificiel, avec des vraies valeurs de marché. Si le cours du maïs il s'effondre et que ton jeton de jeu vidéo il s'effondre aussi, ça n'a pas de sens. Mmh. Donc, nous déjà, on travaille beaucoup sur des écosystèmes qui sont semi-ouverts, semi-fermés. Et en fait, un des exemples, parce que quand je dis pas de jeton, je dis pas de jeton fongible. Donc pas de, entre mille guillemets, crypto-monnaie. Par contre, tu peux tout à fait créer des écosystèmes qu'on appelle token gated. Donc ça, c'est des écosystèmes où en fait, toi, tu vas acheter un jeton non fongible qui va représenter, on va dire en quelque sorte, ta carte de membre. Et tu vas ensuite pouvoir accéder à une application, à un écosystème, à un Discord, à plein d'applications qui ont été construites autour de ce NFT, qui vont te permettre, toi, si tu es possesseur du NFT de cette collection-là, de faire partie, entre guillemets, d'une communauté, d'un système en tout cas de club, et donc, nous, on se base beaucoup là-dessus pour créer ces écosystèmes fermés. On se base sur des systèmes token gated où, en fait, au lieu que l'entrée dans l'écosystème se fasse par un jeton, que tu puisses utiliser, acheter un jeton, par exemple, sur Binance et aller ensuite dans ton écosystème, peut-être l'utiliser ou pas. Là, il faut que tu achètes un NFT pour rentrer dans un écosystème. Et une fois que tu as ce NFT, tu es autorisé à réaliser des opérations économiques dans l'écosystème avec le jeton ou pas, c'est un jeton. Ouais, c'est intéressant et c'est intéressant que tu parles justement de NFT, ça me fait une transition parfaite parce que j'ai interviewé pas mal de monde. Il y en a qui sont plutôt, ultra optimistes sur l'avenir des NFT. C'est plutôt aussi mon cas, hein, mais c'est mon avis personnel. Toi, les NFT, tu vois ça vraiment comme une solution d'avenir, ou pas? Et actuellement, le constat de la plupart des gens que j'ai interviewés, c'était qu'actuellement, c'est
très compliqué de réellement utiliser les NFT à l'heure actuelle. Par contre, il y en a beaucoup qui sont plutôt optimistes pour les années à venir. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages toi ou comment voilà, quelle est ta vision des choses sur les NFT? Ben, moi, je traite les NFT comme un objet économique. Donc, tout comme on a besoin dans un système économique de fongibilité, on a aussi besoin de non-fongibilité. Donc, pour moi, si, enfin, bon, a priori, je suis là, donc c'est que je crois dans ce que je fais, donc c'est que je crois dans l'avenir de ce que je fais et bah, jetons fongibles, non fongibles sont des parties intégrantes des systèmes tokenomiques, hein, donc sans aucun doute. Après, la manière de les utiliser, le pourquoi et le comment, ça, c'est une autre affaire. Oui. Hem, Aujourd'hui, le NFT, bon, bah, pour moi, un NFT, je le traite d'une manière très simple, c'est un titre de propriété. C'est une nouvelle manière de créer des titres de propriété. Aujourd'hui, tu avais la propriété sur une adresse qui pointait vers une image hébergée quelque part. En vérité, un jeton non fongible, c'est un titre de propriété. Donc moi, je le traite économiquement comme ça. Ça marche très bien. Déjà, il commence à y avoir pas mal de projets en cours de build qui sont en mode NFT pour donner la propriété d'actifs digitaux. Par exemple, demain, tu écris un livre au format digital, tu veux tokeniser ton livre pour lui créer un nouveau modèle économique autour. Je sais pas, par exemple, chaque participant au livre reçoit une partie du flux de revenus du livre. Tu vois, tu te crées un petit truc comme ça, un protocole sur les bouquins décentralisé, l'écriture décentralisée avec des bouquins tokenisés derrière. Euh, Bah du coup, alors je sais plus trop où je voulais en venir, mais du coup, tu vois, tu vas recréer un autre système de propriété, mais basé sur du bien digital. Donc, ton livre devient le bien digital, ton NFT pointe vers ce bien digital-là, et tu es propriétaire de tous les flux de revenus, des possibilités offertes par ce livre. Là, ça marche bien. Par contre, aujourd'hui, là où ça bloque, c'est plutôt la tokenisation. Tokenisation d'actifs réels et physiques. Donc, tokenisation immobilière, tokenisation d'assets, tokenisation de, voire même tokenisation d'actifs financiers, c'est quand même pas ouf. Il y a beaucoup de régulations qui nous tournent au-dessus de la tête aussi. Donc, généralement, sur les projets comme ça, on y va un peu doucement. Euh, voilà. On essaie de mettre un peu le haut là sur les projets comme ça, parce que pour l'instant, c'est quand même assez flou. L'immobilier est bien avancé dessus. C'est pas des projets sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler, donc je peux pas trop en parler avec expérience, mais en tout cas, je sais que c'est un secteur qui avance bien sur le sujet, tant au niveau légal qu'au niveau, entre guillemets, technique, même technique tokenomique, quoi. Ouais. Ouais, c'est intéressant l'approche que tu as où tu dis: «Bah, oui, c'est un objet économique comme un autre, donc on a besoin de fongibilité, on a besoin de non-fongibilité, donc de toute façon, ce sera utilisé tôt ou tard» et ça l'est déjà. Après, tout ce qui est spéculatif autour, on s'en fiche, c'est temporaire et puis ce sera amené à évoluer. Mais, en tout cas, c'est ouais, c'est très, très clair. Est-ce que maintenant, je me place du point de vue d'une entreprise, est-ce que toi, tu es plutôt en train de démarcher les entreprises parce qu'elles finalement, elles se préoccupent pas tant que ça des tokenomics et donc c'est plutôt à toi de faire le premier pas? Ou est-ce que tu vois que les entreprises commencent à se renseigner et à se dire, bon, bah, là effectivement, faut qu'on bosse quand même la tokenomics pour partir sur des bonnes bases et à ce moment-là, c'est plutôt elles qui viennent te voir? C'est équilibré ou c'est plutôt toi qui fais le premier pas? Et sachant que je sais que ce sont des start-up effectivement qui vont pas forcément au bout donc voilà, on n'est pas encore dans une adoption de masse, mais voilà, comment ça se passe actuellement pour toi? Alors sur la partie, on va dire «petit porteur de projet» entre guillemets, hem, moi en fait, je fais beaucoup de contenu. Enfin, j'en fais plus trop en ce moment parce que j'écris beaucoup, je travaille mon framework, donc du coup, j'ai plus trop le temps, mais je faisais beaucoup de contenu sur LinkedIn pendant une période Ouais, et en fait, ça m'a permis de je suis pas très, je suis pas très de l'équipe prospection. J'ai un peu du mal avec. Et surtout, je trouve que c'est pas efficace, qu'en fait, tu cumules pas ton, enfin, tu cumules l'expérience de prospecteur, mais je veux dire, quand tu as prospecté un client, le fait d'avoir prospecté un client ne t'aide pas à avoir un second client. Alors que quand tu fais du contenu, tu publies un contenu, un deuxième contenu, un troisième contenu, et tout ça, c'est hyper cumulatif. Et à la fin, bah, quelqu'un qui vient voir ton profil, bah, il se dit, OK, la personne a publié beaucoup de contenu. Ah oui, en plus, OK, c'est qualitatif, donc c'est cool, bah, je le contacte. Moi, le contenu, j'y crois beaucoup plus. En plus, ça me permet de poser ma pensée, et puis ça m'a permis de commencer à construire des articles aussi, de pouvoir publier sur Tokenomia, etc. Ça a beaucoup de vertus. Et du coup, c'est comme ça donc, que je fais de l'acquisition client. Donc, c'est très inbound, entre guillemets. Après, sur des plus gros projets, je travaille beaucoup sur recommandation, essentiellement. d'accord, Donc, je n'ai OK. pas fait de prospection pour l'instant. Ouais, bah, c'est ta prospection à toi, c'est le contenu sur LinkedIn et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai vu tes posts et qu'ensuite je t'ai contacté pour passer dans l'épisode parce que ça m'a tout de suite, ça a fait tilt dans ma tête et c'est un sujet qui est essentiel et pas assez abordé donc ouais, je comprends la démarche et c'est vrai que, bah, c'est un métier de prospecter donc là, passer par du contenu, ça fait, carrément du sens. C'est aussi moi comme ça que je le fais avec le podcast, hein. Je publie des épisodes et puis après les gens en parlent un peu autour d'eux et puis finalement, c'est plutôt eux qui viennent me voir, plutôt que moi qui fais la démarche, inverse.
Donc c'est intéressant ça. Est-ce que, toi tu arrives, alors en quelques minutes à identifier s'il y a un projet crypto, tu vois? Tu as entendu parler d'un projet crypto, tu dis: «Bon, moi je vais me renseigner un peu dessus, je vais aller faire une petite analyse, perso, à ma sauce de la tokenomics, enfin du jeton et de tout ce que ça implique». Est-ce que tu arrives très vite à distinguer s'il y a des points forts ou des points faibles? Est-ce que tu as les données suffisantes en général sur les sites internet pour faire ton analyse ou comment ça se passe? Est-ce que tu as des limites à ce niveau-là? Une question simple et complexe. Ouais. C'est en fait, c'est un projet quand un projet, en termes de tokenomics, entre guillemets, «ça va pas», heu, je le vois assez vite. Par contre, un projet qui a bien construit sa tokenomics, tu jamais vraiment sûr. Parce que, comme tu dis, en fait, avoir toutes les informations, c'est hyper compliqué. Surtout qu'il y a quand même un truc qui est assez compliqué, je trouve, à négocier dans un projet blockchain en général et en tokenomics design, c'est quelle information tu révèles à quel moment. Parce que on est quand même dans un secteur open source où les choses se diffusent quand même assez vite. Toi, ta tokenomics, tu as envie de balancer ton white paper qui est top, et cetera. Sauf qu'un projet, ça se copie très vite. Donc généralement, les porteurs de projets, quand ils sont pas dans une logique complètement open source, ils sont dans une logique où ils vont tendance à dire: «Bah, OK, bah, en fait, les informations du white paper, on va les diffuser sur la prochaine année et demie», histoire aussi de créer un peu un petit outil marketing. Donc tu as pas forcément toutes les informations. Tu vois, c'est quoi le projet là? Il y a un projet, qui avait fait un peu de bruit, Aptos, c'est ça? Ouais, Aptos, ça fait du bruit, ouais. Bon, bah, ça typiquement, c'est le genre de tokenomics, il y a pas grand chose à manger dedans, quoi. Tu vas voir les documents, tu sais pas trop, tu sais pas ce qui s'y passe, quoi. Moi, Mmh. pour moi, un projet comme ça, personnellement, ça n'engage que moi, ce que je vais dire là et mais un projet comme ça, moi, ça me fait de suite, ça me fait flipper, quoi. Je Ouais. J'ai Pour pas moi, regardé enfin, du tout, ce qui était marqué il y a dedans, mais ouais. bah, pour moi, il y a aucune information, quoi. Economics, ça parle direct, ça parle jeton, et cetera. Alors que derrière, il y a quand même censé y avoir une grosse équipe de la réflexion. Enfin, si tu comptes créer un système économique, en plus un système blockchain, une sorte de layer 1, et cetera, faut quand même que tu aies une réflexion économique très poussée. Si là, tu me parles juste que tu as genre 1 milliard de jetons et il y en a 40 de l'équipe, moi, ça me va pas trop, quoi. Mmh. Est-ce Hem, que est-ce qu'il y a un projet justement qui a plutôt le contre-pied inverse où tu t'es dit: «Waouh, là, ils ont quand même bien bossé leur truc», sans forcément le mentionner, hein? Mais est-ce que toi, ça t'est arrivé de voir un projet et bam, direct en quelques minutes, tu t'es dit: «Ouais, là, il y a eu quelqu'un derrière, il y a eu une équipe, heu, ça a été bien fait, quoi»? mais il y en a plein, il y a des monstres en tokenomics. Je sais pas où ils Ouais. sont, je pense qu'ils sont en mode cypherpunk, on n'entend pas parler, je sais pas. Enfin, c'est assez dur en plus de trouver les gens, mais ouais, il y a des projets qui sont incroyables. Enfin, après, moi, c'est des projets c'est des projets très utilitaires. Donc, par exemple, The Graph, Chainlink, des projets comme Filecoin que je trouve incroyable, qui est basé sur IPFS, donc pour du partage de données, c'est incroyablissime. Après, au niveau plus finance, bah, évidemment, MakerDAO, c'est quoi? C'est la banque centrale d'Ethereum, donc Mmh. c'est complètement fou et c'est super bien construit. Yearn Finance aussi, un protocole qui est incroyablement bien construit, avec une tokenomics qui est magnifique. Mais voilà, c'est des systèmes économiques. Pour avoir quelque chose d'abouti, il faut quelque chose d'assez complexe. Et souvent, on dit, ouais, mais est-ce que la complexité, c'est si nécessaire que ça en blockchain? Un petit peu, oui. Un petit peu parce qu'en fait, on est dans un environnement décentralisé, on est obligé de coordonner beaucoup d'acteurs qu'il faut, d'une certaine manière, réguler, en tout cas, inciter à prendre le meilleur chemin. Il n'y a pas d'autorité qui va venir punir, etc. Donc, forcément, ça donne des systèmes, une organisation économique qui est à la fois très simple parce qu'elle est programmée, lisible, etc., mais à la fois très complexe parce que des gens n'ont pas l'habitude de ça. Ça fait quand même 3 millions d'histoires euh, où on ne sait pas ce que c'est la décentralisation. En fait, on a toujours eu quelqu'un au milieu, une entité centralisatrice, une autorité pour nous dire quoi faire. Aucun de nos systèmes économiques, à part peut-être un peu en microéconomie, mais aucune théorie économique n'occulte le rôle de l'État, par exemple. Donc aujourd'hui, tu veux te baser sur de l'économie, pour faire de la tokenomie, tu as ce gros État là au milieu qui est là tout le temps en permanence et qui est considéré comme une donnée de l'économie. Donc voilà, je suis un peu Ouais. parti, j'ai fait une petite digression. Ouais, non, non, c'est très bien et j'en profitais pour dire, tu as mentionné quelques projets que tu avais vus, tu avais analysés, tu te dis: «Waouh, il y a quand même vachement de boulot derrière et ça a été bien travaillé». Ce que je me dis, c'est que toi, des fois, quand il te manque une info, tu peux même pas forcément contacter les équipes parce qu'il y a pas de responsable tokenomics. Enfin, moi, j'ai jamais vu un projet qui mettait un gars identifié pour dire: «Bah, lui, il peut répondre à des questions autour du jeton», sur toute une analyse là-dessus. Donc tu es obligé de trouver les réponses un peu tout seul, il y a pas forcément quelqu'un d'identifié et ça, bah, enfin, je sais pas, toi, tu as déjà eu des interlocuteurs qui pouvaient te répondre là-dessus, sur ces thématiques-là? Parce que toi, forcément, ça va alimenter ta réflexion. Donc tu as besoin d'avoir des réponses des fois de chez certains projets.
Ah ouais, complètement. Alors, je suis jamais allé jusqu'à faire cette démarche-là. Alors après, je traîne beaucoup sur des forums, je traîne beaucoup pour aller chercher de l'information. Après, tu vois, là, de temps en temps, on organise une émission sur LinkedIn où on essaie de faire venir des personnes de l'écosystème, pas forcément que français, parce qu'évidemment, après, c'est limité. Enfin, en termes de projet, en tout cas, que nous, on juge sérieux, c'est quand même assez limité. Mais on a fait venir Cléros, donc Clément qui est CTO de chez Cléros. Donc Cléros qui est une cour d'arbitrage décentralisée pour la résolution de conflits sur la blockchain. Euh, et eux, par exemple, ils ont construit quelque chose d'incroyable d'un point de vue économique. Alors, c'est pas d'un point de vue économique, c'est relativement simple. Par contre, ils ont utilisé un bout de l'économie qu'on appelle la théorie des jeux, qui permet d'organiser, de modéliser des comportements. Et ils ont aussi travaillé sur la théorie du vote, donc deux gros aspects de la théorie économique. Et ils ont construit quelque chose d'incroyable. Et c'est une équipe qui a un profil qui est plutôt technique. Leur but, c'était de résoudre des problèmes techniques par la coordination des agents d'une certaine manière, avec ce jeton, encore une fois, au milieu, qui vient s'assurer de tout ça. Ouais. Ah, Donc c'est aujourd'hui, ouais, les réflexions tokenomiques pour des protocoles qui sont techniques, c'est une réflexion tokenomique et aussi très technique quand tu es tokenomiste. Moi, j'ai un peu ce vernis-là et j'aimerais bien avoir encore plus, c'est qu'il faut vraiment avoir ce vernis technique. Économiste et technique, c'est hyper important. Les deux vont de pair, en l'occurrence. mmh. Ouais, c'est ça, c'est les fameux profils très compliqués à trouver. Est-ce que, enfin, comment tu vois ton activité évoluer dans les mois à venir? Tu penses qu'avec les nouvelles personnes que tu arrives à un peu à former, ça va suffire pour, supporter ton activité? Ou est-ce que tu es toujours à la recherche de profils? Voilà, sachant qu'on est plutôt en bear market, donc est-ce que tu vois ça, voilà, comment tu vois ton activité évoluer dans les prochains mois? Euh, Là, je suis plutôt dans la phase où je suis en train de lancer des dés et je vais voir le résultat. Je n'ai pas trop d'avis sur le résultat. Le framework va être proposé en formation. Je vais commencer en avril à dispenser la première formation. Euh, et cette formation elle a pour but donc déjà d'obtenir des retours et aussi de pouvoir former un ensemble de personnes avec des profils assez définis. Une personne dans le légal, une personne tech, une personne data, une personne finance, etc. pour espérer pouvoir les récupérer en tant que membre du collectif derrière. Donc ça, c'est la première opération que je suis en train de mener là en ce moment, qui me demande énormément de travail. Et derrière ça, le framework en lui-même. Alors, dans Tokenomia, on proposera les formations et la formation sera payante. Euh, Après, on est en train d'essayer de créer toute une tokenomics derrière pour avoir un mode un peu plus inclusif qui permet à des gens qui n'ont pas forcément les moyens aussi de se former. C'est hyper important pour nous. C'est important en tokenomics design d'avoir cette approche inclusive. Du coup, pour nous, c'est hyper important aussi de l'avoir au quotidien et en général. Mais le but de tout ça derrière, c'est que le framework, alors, qui a été développé par Suprafutura, du coup, lui, soit en open source, qu'il soit disponible pour tout le monde, n'importe qui. Et là, en fait, c'est justement sur ça que je travaille. Le framework en soi, il est prêt. Moi, je l'utilise au quotidien. Par contre, c'est mettre toutes les aides qui est à côté, écrire des articles pour expliquer cette étape-là, etc. Donc, c'est ça que je suis en train de faire en ce moment, pour vraiment pouvoir livrer un outil qui soit complet, en tout cas, et qui soit suffisamment documenté pour que n'importe qui puisse venir et commencer à travailler dessus, se former éventuellement aussi. Euh, voilà. Donc, pour l'instant, j'ai pas de vue sur mon activité de cette année. Ça va être encore beaucoup de recherche et développement. Je sais pas trop ce que tout ça va donner. Et évidemment, je mentirais si je disais que bah, j'aimerais que ça développe des opportunités pour moi, pour le collectif, surtout pour le collectif en fait. Euh, voilà, là j'ai une grosse approche qui est basée sur les partenariats aussi, donc je me rapproche de plein de partenaires. Je commence à travailler en partenariat sur des projets, etc. Pareil, ça, je sais pas du tout ce que ça va donner. Le monde de la blockchain, du Mmh. Web3 est un monde je sais pas qui arrive à faire des projections à plus de 2 mois, mais moi en tout cas, je peux pas faire des projections à plus de 1 mois, 2 mois, c'est compliqué. Ouais, c'est super compliqué. Ouais, c'est assez dingue comme marché et on est quand même plutôt sur une phase où il y a un peu moins d'attractivité, donc ça risque d'être quand même un peu mieux dans les mois à venir, donc je te le souhaite en tout cas. Après, Et ça puis en build, tout cas, hein. Faut pas, c'est ouais, ouais, faut, ça c'est voilà, pas- ça bulle, c'est ça l'occasion build de vraiment, hein. de développer à fond. Moi, c'est aussi ce que je fais et en tout cas, c'est très cool de proposer un open source. Franchement, c'est quelque chose de franchement cool. Donc voilà, en tout cas, je mettrai des liens, dans la description de cet épisode. C'est quoi le lien pour te suivre l'actualité, que ce soit pour, Suprafutura, pour, voilà. Quel est le point d'entrée si quelqu'un veut avoir plus d'informations? C'est quoi? C'est un réseau social? C'est ton profil LinkedIn? C'est quoi? Quelle est la porte d'entrée? Pour l'instant, je suis très pauvre en la matière, donc à part mon profil LinkedIn, pas grand-chose. Donc mon profil LinkedIn, c'est top. Là, je suis en train bon voilà, la dernière, c'était concentration R&D, travail, test, etc., etc. Là, cette année, c'est plus, je structure aussi à Suprafutura d'un point de vue aussi de l'image, etc. Donc, je suis en train de travailler sur le site, présenter aussi ce qu'on fait parce que c'est important de donner un peu de visibilité, hein, même si on fait beaucoup de talk, etc. Donner de la visibilité à n'importe qui, de pouvoir comprendre ce qu'on fait, tout simplement.
OK, bah, donc je Donc, mettrai ton lien LinkedIn, vraiment en description, en premier lien de l'épisode. Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter, à partager à l'audience? C'est le moment, ta carte blanche pendant 2 minutes avant de finir cette interview. Heu, bah, comme toujours, hein, je suis hyper chaud pour rencontrer de nouvelles personnes. Donc déjà, je suis très content de t'avoir rencontré et puis, bah, j'espère pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Alors à la fois côté collectif, des personnes qui souhaiteraient travailler, se former, qui sentent que c'est quelque chose qui peut les intéresser. Moi, évidemment, je regarde un peu le profil de compétences, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est l'énergie, en fait. L'énergie et ce qu'on appelle la capacité à développer des réflexions qui sortent un peu de ce qu'on nous sert au quotidien dans la blockchain. Heu et puis après, côté partenariat, pareil, je cherche beaucoup de partenariats, travailler avec des partenaires techniques, des agences qui développent, avec des partenaires côté légal, et cetera. Donc, je cherche beaucoup de choses. Donc si vous êtes ouvert, envoyez-moi un message et c'est cool. Eh ben, OK, bah, c'est passé, merci Thomas, c'était passionnant, j'ai appris plein de choses et c'est un sujet, je pourrais encore avoir 1000 questions dessus. Malheureusement, le temps est compté et beh, je pense que l'audience est très contente de cet épisode. Merci encore pour toutes les informations que tu nous as données. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Je te dis à très bientôt. Salut Thomas, salut à toute l'audience. Ciao. Salut, merci beaucoup.